Salut, ceci est une vis. Sans blague. Attends, j'ai plus compliqué. Ça, c'est une pince coupante. Alors va me chercher du 2.5 que t'enfiles dans une gaine de 16, connecté à 2 wagons rigides plus un souple, ou l'aval de l'interdit alimenté par l'amont du DB. Polyéthylène réticulé. Ça fait beaucoup là. Et oui, aujourd'hui, on va parler de langage d'électricien, alors vraiment électricité pour les nuls et de façon plus large un peu aussi de bricolage. Vidéo est destinée à toi. Moi. Parfait, oui, bien sûr, moi. Si tu commences tes travaux et que t'es complètement perdu, que t'en as marre de passer pour un ébobé quand tu vas à Leroy Merlin. Ah, je ne sais pas. Eh ben moi je sais. Puis ça servira un petit peu de révision et puis si tu sais tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, reste avec nous, on va se marrer. Générique. Salut les disjonctés, c'était nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, qui aide le plus la chaîne à se faire connaître et moi je vous en remercie énormément. Voilà la petite vidéo spéciale débutant si tu comprends rien à tous les termes barbares du bricolage, mais surtout un peu plus orienté quand même électricité, parce que c'est vraiment pas facile quand tu débutes, et même quand t'es dans le bâtiment. Moi je peux te dire, j'ai fait du carrelage, des trucs chez moi et tout, je connais pas du tout le nom des trucs, des outils, des machins, des consommables. Et vraiment quand t'arrives dans une grande surface de bricolage type Leroy Merlin, etc., c'est quand même pas mal avoir entendu déjà 2-3 termes, même si tu retiendras pas tout par cœur et que tu vas pas tout ressortir comme ça, mais au moment où le vendeur il va te dire c'est ça du 3G25 que tu veux, tu feras ah je sais, j'ai entendu dans sa vidéo. Allez, on va commencer par la filerie. Les fils, les câbles, tous ces trucs là. T'entendras très souvent fil 1.5, 2.5, ça c'est vraiment 1.5, 2.5, tu vas l'entendre tout le temps puisque c'est 90% de ce qu'on passe dans une maison en électricité. Là on parle bien de fil, tu vas voir, on va voir la différence après. Et aussi 6 carrés. Il y aura des sections de fils plus grosses, mais tu verras par la suite que c'est très rare dans une maison ou très peu souvent juste du one shot. Donc 1.5, 2.5, 6 carrés, ça c'est vraiment les trucs pour tous tes circuits qui partent de ton tableau. Le 1.5, le voilà. Le 2.5, le voilà, tu vois qu'il est à peine plus gros. En fait, 1.5 c'est en millimètres carrés. La section de cuivre qui est à l'intérieur de ton fil, enfin plutôt à l'intérieur de ton isolant de fil. Donc la surface du fil en millimètres carrés. Ta chambre, elle fait 4 mètres par 4 mètres, elle fait 16 mètres carrés. Le fil, lui, on dit juste, on dit pas combien par combien il fait, on dit juste sa surface. Le 1.5, en gros, c'est à peu près pour toutes les lumières. Le 2.5, c'est en gros à peu près pour toutes les prises. Je schématise, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne qui expliquent bien tout ça. Donc tu t'en doutes, le 6 carrés est forcément plus gros parce que 6 mm carrés de surface et même à l'intérieur en multi-brin. C'est un peu comme si tu avais plein de fils 1.5 torsadés ensemble pour faire un plus gros fil. Voilà, 1.5, 2.5, 6 carrés, 10 carrés, 16 carrés, 25 carrés, plus rare dans des maisons maintenant. Voilà, en général, ton alimentation principale, 16 mm carrés, tu as des repiquages à l'intérieur d'un tableau en 10 mm carrés, tout ce qui part à tes prises, à ta plaque de cuisson, à tes lumières, 1.5, 2.5, 6 carrés, 98% du temps. Et maintenant, fil ou câble. Donc toujours notre fil, tu vois, c'est un isolant en polyéthylène réticulé. Polyéthylène réticulé, comme je disais au tout début de l'intro. Le câble, en fait, c'est tout simplement une enveloppe autour de ces isolants qui, eux, entourent le fil de cuivre. Donc en fait, le câble, c'est ni plus ni moins que des fils passés dans une gaine déjà en usine, à peu près. Parce que c'est pas tout à fait pareil une gaine et l'enveloppe d'un câble. En termes de protection des fils qui sont dedans, c'est quasi pareil. Quand tu dis fil, c'est des fils qui ne demandent qu'à être protégés par une gaine, un conduit, une goulotte ou quelque chose. Quand tu dis câble, c'est des fils qui sont déjà protégés, déjà entre guillemets prêts à l'emploi, prêts à être passés. Même si tu peux pas mettre des câbles dans toutes les situations, à certains moments, il faudra quand même mettre une gaine, même si tu passes un câble. Et ça, c'est des cas un peu plus rares. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Il y a un énorme débat sur le fait qu'on puisse passer ou pas des câbles sans gaine. Je te dis que c'est quand même possible dans pas mal de cas. Voilà, le câble, c'est plein de fils déjà gainés. Le fil, c'est le fil qu'il faut gainer d'une façon ou d'une autre. Et alors, câble rigide ou souple? C'est du câble souple qu'on appelle le HO7 RNF de son petit nom très mignon. Et tout simplement, il est souple en gros pour schématiser. Quand tu as une multiprise, une triplette chez toi avec le bout de câble, ça c'est du câble souple. Tu le sens tout de suite quand tu essayes de le tordre. Par exemple, si j'essaye de le plier, il va revenir à sa forme d'origine. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de ce câble, ce sont des fils souples aussi. Pas trop s'étaler sur le souple. Dans les installations électriques, il y en a très peu. Du coup, le câble rigide, le R2V, non plus RO2V. J'ai pas révisé toutes les lettres, ce que ça voulait dire, parce que clairement, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Ouais, va pas nous alourdir la vidéo. Voilà, je te mettrai peut-être 2-3 trucs en description, en sous-titres, je sais pas encore. Et dis-toi, le câble rigide, le câble souple, c'est très facile à retenir. Donc le câble rigide, c'est voilà, du fil rigide que tu mets dans les installations, tu vois, tu le plies, il plie, voilà, tout simplement. Ensuite,
Toujours dans les câbles, 3G1.5, 3G2.5, 5G1.5, 5G2.5, 3G6 carré. Ah ça va, tu vas pas tous les faire. Mais ça existe jusqu'à du 7G1.5, du 12G1.5, du je sais plus combien de G1.5, 2.5, etc. En fait, c'est juste un sigle qu'on met avant le câble. Ça c'est assez important quand tu vas acheter du câble parce qu'il faut que tu saches ce que tu achètes, ce que tu câbles et ce que tu mets au niveau de tes normes électriques. C'est quand même important. Là par exemple dans les mains, j'ai un 5G1.5. En fait, le premier chiffre, 5, c'est le nombre de fils à l'intérieur de ton câble. Nombre de conducteurs. G, ça veut dire qu'il y a une terre dedans. C'est la terre en anglais. Ground. Accent de merde. Ground, je sais plus. Bref, le mot terre en anglais. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Dans les 5 conducteurs, tu en as un qui est prévu pour la terre. Donc attention, si tu prends 5, il y en a un que tu ne pourras utiliser que pour la terre. Que pour la terre. Pas pour des navettes de va-et-vient. Donc, 5G1.5, ça veut dire que tu as 5 conducteurs, 5 fils, dont un qui fait la terre, de section, comme on a vu juste avant, 1,5 mm². Pour ça qu'il existe du 5G2.5, du 3G1.5, voilà, en gros, nous on utilise beaucoup 3G1.5, 3G2.5, 5G1.5, 5G2.5, 3G6 carré. Après, c'est des cas peut-être un poil plus rares, dans des maisons, encore une fois, de taille raisonnable. Mais par contre, il existe aussi du câble appelé le 4 x 5 fois, ou 3 fois, ou 2 fois. La différence entre 5G et 5 fois, ça veut dire que tu as 5 conducteurs, mais pas de terre. Si c'est un 5 fois, ça veut dire que tu as une possibilité de faire 5 navettes, 5 retours de lampe, 5 phases, 5 ce que tu veux, 5 cafés. Tu fais ce que tu veux, mais tu n'auras pas de fil de terre à l'intérieur de ce câble-là. Et un cas qu'on utilise par exemple souvent dans une maison, par exemple entre la liaison extérieure de ton bâtiment et la liaison intérieure, tu n'as qu'un 2 fois. Souvent 2 fois 16 mm². 2 fois 25 mm² pour alimenter toute la maison puisque la terre elle est créée indépendamment du compteur Linky, enfin de l'arrivée Enedis. Ensuite tu as la gaine ICTA. Ouais, j'ai pas trouvé mieux autour de moi que ce petit bout de gaine mâchouillé par notre plus beau collègue. Merci Sony. ICTA. Isolant, cintrable, transversalement, c'est ce que j'ai trouvé encore une fois à l'ICTA, mais ça fait plus de 15 ans que je bosse en élec, rien à faire de ce que ça veut dire ICTA. C'est bien pour te la péter devant les collègues si tu veux. ICTA, c'est la gaine isolant, cintrable, transversal. Tu fais ça sur le chantier, mon gars, tu prends un coup de fouet en direct. Alors voilà, de temps en temps, les vidéos comme ça me permet de réviser les termes vraiment techniques, bureau d'études, mais clairement sur le chantier, on s'en fout. Après avoir récupéré le bout que j'ai jeté, que j'aurais pas dû jeter, la gaine ICTA, tout simplement, si t'y connais rien encore une fois, tu peux l'acheter vide avec un tire-fil pour passer tes fils dedans, tu peux l'acheter préfilé, un peu comme t'achèterais un câble où l'enveloppe est déjà autour des fils. Et pour le coup, c'est de la gaine. Ce qui est mieux avec de la gaine, c'est que tu peux retirer et repasser des fils à l'intérieur beaucoup plus facilement qu'un câble, parce qu'un câble, tu peux pas repasser à l'intérieur de l'enveloppe du câble. Donc tu peux te réaiguiller sur un câble existant, tu remplaces un câble par un autre, ou par une gaine, ou ce que tu veux, tu t'en sers d'aiguille de l'ensemble, de la totalité de ton câble. Alors que là, tu te sers d'un des fils à l'intérieur pour faire une aiguille à l'intérieur de ton ça, ICTA. C'est le plus gros avantage de la gaine par rapport au câble, mais voilà, il faut les filer toi-même ou l'acheter en préfilé. En préfilé, c'est pareil, ça s'appelle du 3G2.5 parce que 3 fils, une terre, 2.5. C'est un peu les mêmes termes que pour le câble. Ensuite, toujours dans les gaines, on a la gaine TPC. Tube de protection des câbles. Gaine TPC, en gros, c'est la grosse gaine rouge, verte, noire, anti-écrasement, tout ce que tu veux. La grosse gaine que quand le maçon il t'a creusé une tranchée de 20 mètres, tu déroules pour amener tes alimentations vraiment à la maison. Tu peux aussi dérouler pour dans ton jardin, tu vois, pour passer des réseaux de lumière extérieure. Des choses comme ça. Enfin bref, c'est de la gaine qui est vraiment faite pour être enterrée, on peut rouler dessus, même s'il faut les enterrer assez profond. En général, c'est 60 cm sous les passages de voiture. Ou 50, je sais plus, mais vu que j'ai toujours un doute, tu fais 60. T'es plus à 10 cm près quand tu creuses. Le genre de gaine par-dessus lesquels tu vas venir mettre un filet d'avertissement, pareil 20-30 cm au-dessus, je sais plus, tu mets 30. La gaine TPC, c'est la grosse gaine de bourrin que tu mets peu dans ta maison, ce qui en a pas énormément besoin. Alors à l'intérieur, quasiment pas du tout. C'est plus pour l'extérieur. Et tout ça, c'est du plastique qui coûte très cher. Non, mais non, je ne vais pas crier. En électricité, ne sois pas surpris, le plastique électrique, ça pompe le fric. Je savais que j'allais trouver un rime. Allez, toujours dans la filerie, les gaines, etc., les câbles, réseau, RJ45. En gros, c'est un peu le remplaçant du câble téléphone qu'on avait avant. C'est un câble avec 8 fils à l'intérieur, donc 4 paires. Essayez de faire ça en regardant de mémoire, normalement je les connais toutes. Une paire verte, une paire orange, une paire marron, une paire bleue. À chaque fois, avec le bleu, tu as le blanc du bleu, c'est un blanc avec des petits liserés bleus.
et ainsi de suite pour les autres couleurs. La plupart du temps, le câble sera plutôt blanc, c'est que celui-là c'est pour de l'extérieur, c'est un UTP, FTP, je sais plus, pareil, sans les câbles RJ45. Là, je vois que je commence à vieillir, ça va beaucoup trop vite. Tu as les grades 3, les grades 2, etc. Un jour, je vous ferai une vidéo pour tout détailler, grade 3, FTP, UTP, machin, catégorie A, B, ce que tu veux, parce que c'est juste insupportable, le câble RJ45, de savoir qui va à quoi, où, pourquoi. Souvent, le mieux, c'est pour tes prises RJ45 de maison, tu mets du catégorie 6, c'est déjà vraiment bien. Parce que la plupart du temps, tu les utiliseras pas, à part si tu travailles en télétravail avec besoins spécifiques dans l'informatique, besoin de télécharger des gros fichiers, etc. et peut-être évite le Wi-Fi. Pour monsieur et madame tout le monde, voilà, tu mets des prises RJ45 parce que tu es obligé d'en mettre au niveau des salons, des choses comme ça. Les chambres, c'est pas totalement obligatoire. Sinon, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, ça va très bien fonctionner. Et bien sûr, avec ce genre de câble, tu peux aussi alimenter des caméras. Tu peux alimenter ta télé aussi grâce à une prise RJ45. On y viendra tout à l'heure sur les prises RJ45. Et juste avant qu'on termine avec ce morceau de câble là, j'ai demandé à un client qui était dans le réseau informatique une fois comment m'expliquer simplement la différence, par exemple, juste entre un catégorie 5 et un catégorie 6. Juste, voilà, 4, 5, 6, 7. De ce que j'ai compris, en gros, catégorie, on va prendre 5 et 6. C'est un peu comme si tu avais du 1,5 et du 2,5. Le morceau de cuivre à l'intérieur des paires de fils, etc. sera plus large en termes de section sur des catégories 6 que du 5. Permettra simplement de laisser passer un meilleur débit internet. Beaucoup plus de gigabits pour jouer à WoW. Mais c'était sûr, en fait! J'avais dit que je commençais à me faire vieux, tu vois. Quand t'as des références de jeux vidéo comme ça, c'est que t'as au moins passé la trentaine. Maintenant, change un peu de catégorie, les unités de mesure. On a donc les volts. Volts, ça va être la tension. En fait, c'est la tension qu'on exprime en volts. Comme on exprimerait la longueur en centimètres. Aussi les mètres, les machins, les trucs, mais bref. Des mégavolts, des microvolts, des machins, mais c'est les volts. Et la tension, pour vulgariser un peu, si tu compares à de l'eau, c'est un peu comme la pression. Souvent sur les testeurs, les multimètres, etc. Donc, volts, la tension est exprimée avec un grand V. Ensuite, on a les ampères, qui sert à mesurer l'intensité, enfin à exprimer l'intensité. C'est souvent le grand A que tu vois sur les disjoncteurs, sur les différentiels, le grand A. Encore une fois sur les pinces ampères métriques, sur certains multimètres, etc. Les ampères, encore une fois pour vulgariser, schématiser, ce serait ton débit, nombre d'électrons, le nombre de gouttes d'eau que tu as dans ton tuyau. Ensuite tu as le truc ultra connu de tous, les watts. Avant on parlait beaucoup au niveau des ampoules, pas en lumens comme maintenant, mais en watts. On parlait de puissance d'éclairage en watts, on avait 40 watts, 45 watts, etc. Maintenant, on parle plus en lumens. Par exemple, on continue beaucoup à dire, voilà, mon radiateur fait 1000 watts, le chauffe-eau fait 2000 watts, etc. C'est ça qui nous intéresse aussi pour la consommation. Watts qui vont être schématisés par un W, c'est-à-dire la puissance. Donc, les watts pour exprimer la puissance, le travail fourni, et si tu prends les petites formules de l'école, P égale U fois I, donc puissance égale tension fois intensité. Donc le travail fourni de la tension et de l'intensité qui te donne ta puissance. Vraiment pour schématiser la formule simple, hein, parce que l'électricité, la théorie électrique, il y a des mecs qui ont fait des doctorats là-dessus, mecs comme Tesla qui ont passé leur vie à dédier à des formules, des machins avec des variables en plus, etc. Moi je te donne ma formule de CAP comme on me l'a donné qui me sert quasiment jamais dans le bâtiment. C'est cadeau. C'est vraiment les formules de base, la loi d'Ohm, U égale RI, tout ça. Enfin bref, donc P égale U fois I. Travail fourni de tension et intensité te donne la puissance. Ensuite, tu as les ohms, OHM, la résistance. On a tous fait au collège des petites résistances à souder sur les petites cartes électroniques pour faire des petits piou-piou télécommandes qui font un tout petit peu de lumière et qu'on a tous laissé dans un tiroir qu'on avait offert à nos parents. On est content d'avoir fait ça au collège. La résistance, une sorte de curseur que tu vas venir ajouter sur toutes les choses qu'on a vues avant avec la puissance, etc. Les résistances, tu fais tout un paquet de trucs. Dans le bâtiment, on s'en sert beaucoup pour du dépannage avec les mesures en multimètre pour voir s'il y a des résistances entre tel et tel fil qui devrait pas y avoir ou qui devrait y avoir. On s'en sert aussi pour calculer éventuellement les puissances d'une trame de plancher chauffant électrique avec justement les formules du type U égale RI, etc. Voilà pour la résistance. Allez, fini avec tous les termes barbares d'unité de mesure, parce que clairement dans l'électricité en bâtiment, dans une maison, je te dis, tu t'en sers assez peu. Mais c'est quand même important de les savoir. Le truc dont je me sers le plus, par exemple pour un disjoncteur, pour expliquer les disjoncteurs, un 10 ampères. 10 ampères, donc on a l'intensité, 10 ampères. C'est que la tension de réseau, c'est entre 220 et 240 volts, donc U, tu t'arrondis à 230. Tu sais que sous un disjoncteur 16 ampères, P égale UI, U fois I, 230 volts de tension de réseau fois les 10 ampères, tu sais que ton disjoncteur 10 ampères, à partir de 2300 watts et plus, il risque
de disjoncter. Disjoncter! Voilà vraiment le cas dont je me sers le plus dans le bâtiment pour me rappeler. Ah oui, alors je sais que sous le 20 ampères là, gna s'il y a X. Parce que des fois en réno, t'as des lignes existantes, tu sais pas, tu rajoutes une prise, tu dis bon bah attends, là c'est pas dangereux en termes de chauffe, de fil, d'installation, mais t'as besoin de savoir combien de watts tu vas pouvoir laisser passer sur le circuit. Donc juste de tête comme ça, tu fais grosso modo, tu sais combien, grâce à cette petite formule, tu peux laisser passer sous un disjoncteur, à condition de pas mettre n'importe quelle section de fil sous un disjoncteur. Les normes électriques, tout ça, à voir sur la chaîne. Maintenant, un truc très intéressant quand t'arrives dans une grande surface de bricolage, ou chez un pro, ou peu importe ou quoi, surtout quand ton électricien t'appelle et te demande qu'est-ce qui saute dans ton tableau, parce que ça, qu'est-ce que c'est chiant, tous les gens qui appellent tout disjoncteur. Parce que non, dans un tableau, tout ne s'appelle pas disjoncteur. C'est parti pour les organes de coupure, disjoncteur, interrupteur, différentiel, etc., etc. Donc voici un disjoncteur. T'as plein de marques différentes, etc. Comment on les reconnaît? La plupart du temps, encore une fois, dans les maisons, tu vas avoir marqué C10, C16, C32, C40 un peu moins, C50, 60, encore moins. Le disjoncteur, en gros, lui, il est là juste pour protéger un circuit donné. Par exemple, tu vas en avoir un pour ton lave-linge, un pour ton four, un pour un certain nombre de prises, un pour un certain nombre de lumières, pour les boulets roulants, etc. Donc effectivement, t'en as pas mal. Lui, son but, c'est de te protéger contre les courts-circuits. En gros, deux fils qui se touchent et pof, ça fait une énorme étincelle. On peut même pas faire ça? Aussi de la surconsommation. C'est-à-dire que si en dessous, tu as par exemple 8-12 prises sur ton circuit, tout se passe bien, mais là tu vas brancher un sèche-cheveux dans une des prises, tu vas brancher un aspirateur, un Karcher, toujours sous le même circuit. D'un moment, lui, 16 ampères ou 20 ampères aussi, tu peux protéger tes circuits prise en 20 ampères. Dans les commentaires qui vont me dire non, c'est 20 ampères. Ah, tu peux mettre du 16. Et bah sur ton 16 ampères avec le P égale UI, tu sais qu'avec la tension de réseau, tu vas aller en gros à 3700 watts de puissance admissible. Donc à force de brancher sur tes 12 prises de ton circuit des gros appareils qui tirent, si tu les branches tous en même temps, ça va dépasser ce seuil et lui il va se dire une sorte de soupape de sécurité pour que si tu consommes trop sur un circuit donné, paf, ça saute. Voilà les deux rôles d'un disjoncteur. Ensuite, les interrupteurs différentiels. Interrupteur différentiel. Attention, le mot interrupteur a une importance. Dans un tableau, souvent, c'est tout de suite, au début de la rangée, l'interrupteur différentiel. Tu vas avoir tout un tas d'indications aussi sur un interrupteur différentiel qui va pouvoir te permettre de le différencier. Déjà, il prend la place de deux disjoncteurs. Quand t'es électricien et que t'es à l'autre bout du fil et que mamie à 80 ans elle a dit « Il y a mon disjoncteur qui saute !» Première chose que je demande, c'est est-ce qu'il est plus gros? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il prend 2 fois la taille du porte-fusible? Oui, je sais que c'est des disjoncteurs, mais tu t'adaptes au langage des gens pour essayer de les aider au téléphone avant de te déplacer, parce que plein de fois tu dépannes au téléphone comme ça. Donc il prend 2 fois la taille, donc ce qu'on appelle 2 modules dans un tableau. Tu verras un nombre marqué en ampères, ici 63 ampères. Tu verras un autre ici marqué en MA, milliampères, ici 30. La plupart des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs différentiels, on va y venir après, dans une maison seront sur du 30 MA, 30 milliampères. Ça c'est sa sensibilité de déclenchement. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as une fuite de courant de 30 milliampères, admettons dans de l'eau, t'as un tuyau percé, avec la plomberie par exemple ça marche pas, si t'as une fuite, t'as une fuite. Après il y a quelques dispositifs qui existent mais je les connais pas trop. Là, dans un circuit de courant électrique dans ta maison, si tu as 30 milliampères de défaut, en calcul j'avais regardé vite fait, ça fait dans les 7 watts, tu vois, si tu veux imager le truc, de fuite de courant, peu importe que ça soit sur une carcasse métallique d'appareil ou que quelqu'un touche un appareil et prenne une châtaigne, il va détecter cette fuite, il va tout de suite tomber. Lui, son rôle, c'est justement la sécurité. Une fuite de courant, 30 milliampères, paf, je saute, je coupe toute la ligne par contre. Donc ça, bien important à comprendre, le disjoncteur, c'était pour la protection du matériel et de l'installation. Le différentiel, c'est pour la protection des personnes. Ça rigole pas l'électricité en France. Donc ça, MA milliampères, son défaut de fuite de courant, sa sensibilité de coupure. Le 63 ampères qu'on a vu dessus, ça c'est sa capacité maximale d'encaissement de courant, va pouvoir le traverser avant de fondre. Je dis de fondre parce que j'avais dit interrupteur différentiel et pas disjoncteur différentiel. La plupart du temps, tu n'auras que des interrupteurs différentiels. Son rôle n'est pas de sauter si trop de courant est appelé. Donc ça, je t'invite à aller voir la règle amont-aval des interrupteurs différentiels pareil que j'ai fait sur la chaîne. Si tu veux en savoir plus, parce que si tu te trompes, tu peux faire fondre un interrupteur différentiel. Un interrupteur différentiel qui fond dans un tableau, c'est vraiment pas souhaitable ni rigolo.
Dernière chose sur les interrupteurs différentiels, ici on va marquer type A. Tu as dans les maisons 3 grands types de différentiels, dont un à 80% du temps, l'autre à 10%, enfin l'autre à 15% et l'autre à 5%, encore que maintenant il va revenir un peu plus. Le type AC qui te sert à protéger l'ensemble des circuits, en gros quasiment tous tes circuits dans ta maison. Type A que tu devras mettre absolument avec les circuits lave-linge, plaque de cuisson, éventuellement prise renforcée de voiture, encore que justement le nouveau qui va débarquer quasiment tout le temps maintenant avec les nouvelles normes, type FSI, lui avec lesquels les électriciens vont se faire des couilles en or. Non, mais non. Le type FSI, il est là justement pour les prises de voiture, éventuellement l'informatique, enfin bref, c'est un petit peu plus spécifique, ça détecte d'autres fuites de courant, on va pas s'étaler sur le sujet là. Voilà, tu as ces 3 types de différentiels, bien sûr, le AC qui protège la plupart des circuits est beaucoup moins cher que les autres, encore que avec le type A, pas une énorme différence selon là où tu les achètes. Et ensuite, le disjoncteur différentiel, donc ça c'est plus rare, t'en as moins besoin, ça coûte beaucoup plus cher que de mettre un interdit plus un disjoncteur. En gros, tu peux mettre un interdif pour 8 disjoncteurs, tu mets un interdif qui protège une rangée de 8 disjoncteurs, comme ça coûte pas très cher, c'est la norme qui veut ça en plus, c'est pas plus que 8 en théorie. Mais si tu prends un disjoncteur différentiel, il fait les deux. Lui, si tu veux, le rôle de celui-là, c'est de faire exactement le même rôle de réunis. Par contre, tu protégeras qu'un seul circuit avec celui-là. Tu vas pas pouvoir jumeler autant de disjoncteurs que tu veux derrière. Déjà, juste à l'unité, il est plus cher que les deux là, mais si en plus tu dois protéger tous tes circuits avec des 2 modules dans un énorme tableau, plus un truc qui coûte 3 fois plus cher que l'ensemble de ça, voilà. Après, par contre, c'est hyper sélectif. Donc, le disjoncteur différentiel, comme je disais, il réunit exactement la même chose que ces deux-là, combinés ensemble. Lui, c'est un disjoncteur différentiel, donc de 10 ampères, parce que lui, pour le coup, à 10 ampères, il saute. Il fait aussi la sensibilité de 30 mA, il est en type AC, il en fait des choses. Voilà, tout simplement. Et le genre de cas qui peut être utile dans ta maison pour un disjoncteur différentiel, c'est justement pour une prise de voiture. Tu as une prise renforcée, type le grand Green Up. Dans leur pack, tu as le disjoncteur différentiel type FSI. Comme ça, tu mets un bloc de 2 modules, il fait tout. Il gère les surconsommations, il gère les courts-circuits, il gère les fuites de courant, il gère le bon type de différentiel qu'il faut pour la prise de voiture. Ce genre de cas, c'est vachement bien. Éventuellement, pour les pompes à chaleur, tu peux, pour les trucs qui doivent être un peu tout seuls, un peu gros, que t'as pas envie de voir flamber, ça peut valoir le coup. L'informatique aussi, si tu bosses dans l'informatique, un disjoncteur différentiel pour protéger en FSI tes prises de bureau d'informatique, ta box, machin, pour les trucs un peu sensibles, ton ordinateur il coûte 8000 balles, pourquoi pas. Ensuite, le DB, disjoncteur de branchement, on appellerait aussi disjoncteur abonné, disjoncteur principal, le gros machin à côté du tableau, est-ce qu'il est baissé? Oui, veuillez le relever, toutes ces choses. Alors le DB, maintenant, il sera quasiment tout le temps 60 ampères, parce que ton Linky, c'est lui qui va gérer après, en fonction de ton abonnement, s'il faut balancer 45, comme avant où tu avais des tranches de 10, 30, 45, ou 30, 45, 60, ou 30, 60. Maintenant, il te colle un 60 ampères et c'est le Linky qui gère les opérations. C'est lui le cerveau, c'est lui les muscles. Donc 60 ampères, donc comme on disait tout à l'heure, lui s'il détecte qu'il y a plus que 60 ampères, 60 fois 230 en termes de watts, je te laisse calculer, tu verras que ça colle bien par rapport aux abonnements EDF. À l'abonnement maximum en monophasé on parle. La plupart du temps c'est un disjoncteur différentiel, t'es pas obligé de les avoir en disjoncteur différentiel, mais la plupart du temps il a quand même une sensibilité qui est bien moins élevée que le 30 milli qu'on a vu, puisque c'est 500 milli. Alors oui, ça fait un plus gros chiffre, mais c'est une sensibilité, si tu veux, lui il va attendre qu'il y ait 500 mA de fuite, et si tu prends 500 mA dans ton corps, voilà, va te faire du bien, mais au moins il est là, tu vois, dans les très vieilles installations qui n'ont pas d'interdif et tout, il fait quand même le job de, voilà, il regarde à peu près ce qui se passe. Oh, une grosse fuite, attends qu'elle grossisse, vas-y, là je saute. Donc il fera les deux, et souvent tu verras soit un I, soit un S ici, qui te dira s'il est sélectif ou instantané. En gros, si tu as un disjoncteur de branchement qui est en limite de propriété, que tu en as un autre à l'intérieur de ta maison, celui de l'intérieur de ta maison, que je dise pas de conneries, il doit être en instantané, et celui qui est dehors, il doit être en sélectif, parce que sélectif, il va laisser un tout petit temps pour que, en aval, tout ce qu'il y a en dessous ait le temps de sauter, ceux qui sont en instantané. S'il voit qu'il se passe rien, qu'il y a encore du courant, le court-circuit qui est toujours là, machin, bref, le sélectif va se mettre à tomber. Tout simplement pour éviter que s'il y a un problème, les deux sautent en même temps et que tu te marches 50 mètres dans ton jardin, si l'alimentation de rue est loin, pour aller réarmer les deux. En fait,
l'instantané, bon lui c'est un sélectif mais t'as compris, l'instantané va sauter en premier dans ta maison, t'auras juste lui à réarmer, et si lui déconne, bah c'est le sélectif qui va venir faire le job après. Le télérupteur, donc le télérupteur il pourra avoir la forme d'un disjoncteur, mais il pourra être aussi, comme on le connaît un peu plus la plupart du temps dans l'imaginaire des gens, plus comme un tout petit boîtier qu'on met dans une boîte de dérivation. Là, vu qu'on est à parler des tableaux, tu vois, ça ressemble bien à un disjoncteur, donc tu te doutes bien que mamie 80 ans qui connaît rien en électricité, elle voit ça, et comme énormément de clients me disent, je comprends pas, lui il est en bas. C'est pas comme un disjoncteur, il a le droit d'être en bas le télérupteur. En fait, un télérupteur, pour schématiser, pour ceux qui voient pas, qui comprennent pas encore, c'est tout simplement un bouton, un interrupteur qui est commandé par d'autres interrupteurs, enfin des boutons poussoirs. Moi je dis souvent aux gens qui comprennent pas ou qui ont pas le langage d'électricien au téléphone ou les clients, des machins, est-ce que ton bouton rebondit? Tu vois, genre ça te tilte tout de suite. T'as des boutons avec ressort, tac tac, dès que tu le lâches, il revient. Tu as un bouton comme ça veut dire que ça commande un télérupteur. Et tu peux monter jusqu'à je sais pas combien d'interrupteurs, tu peux en mettre 20 si tu veux, ça tiendra. Mettre 20 interrupteurs qui contrôle ce truc-là, et c'est ce truc-là, le télérupteur, qui va donner le courant à ta lampe, tout simplement. Un télérupteur, c'est des boutons poussoirs qui viennent commander un simple allumage qui laisse passer pour de la lumière. Et quand il est en haut, ta lumière est allumée, bon celui-là est flingué, faut que je le jette, tu vois, c'est marqué ADSOC dessus, mais bref, un appui, ça monte, ça laisse passer, un appui encore sur n'importe quel autre des boutons, ça baisse, et ça éteint la lampe. Là où les lampes, très souvent utilisées dans les couloirs, les cages d'escalier, partout, tu as besoin d'au moins 3 interrupteurs. Le contacteur heure creuse, chauffe-eau, etc. Pareil, ça a la forme d'un disjoncteur, c'est tout simplement la marche forcée, ce qu'on appelle la marche forcée. Pas un contacteur chauffe-eau, c'est un télérupteur. Bon, c'est pas grave, j'en ai pas autour de moi, mais ça a la même gueule qu'un télérupteur. Mon monteur préféré te mettra en image un beau contacteur chauffe-eau. C'est un peu le même principe, c'est commandé par tes heures creuses, et ça te permet tout simplement d'avoir ton chauffe-eau qui s'active quand c'est l'heure des heures creuses, etc. T'es pas obligé d'en mettre. Beaucoup de chauffe-eau maintenant sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils savent quand est-ce qu'il faut chauffer, nani nana, en fonction de tes habitudes de vie. Même un chauffe-eau classique, il a quand même un thermostat à l'intérieur, donc il ne va pas chauffer toute la journée. C'est comme une bouilloire, quand elle arrive à ébullition, clac, elle s'arrête, l'eau reste chaude. Donc ça, c'est à toi de voir en fonction de ton abonnement, si t'en as besoin, si t'en as pas besoin, etc. Et c'est le même principe que pour des contacteurs normaux, sans sélection manuelle. En gros, un contacteur chauffe-eau, c'est juste un contacteur avec un bouton que tu peux mettre en marche forcée, en off ou en automatique pour laisser gérer la commande des heures creuses. Tiens, pour finir avec les tableaux, même si je sais que dans cette vidéo, on pourrait parler des mêmes sujets, de plein de trucs, etc. Tu as ce qu'on appelle les rails DIN. Si tu entends rail DIN, c'est un rail métallique DIN de tableau. Alors, j'ai pas cherché DIN, ce que ça veut dire. Rail DIN, c'est les rails que tu vois dans les tableaux, en 13 modules, en 18 modules, et plus encore si tu as besoin. Ah si, tiens, je viens de voir ça par terre pour finir, les interrupteurs modulaires. Tu vas avoir un interrupteur modulaire. Ça, c'est la même chose qu'un interrupteur que tu auras sur le mur. Même chose, mais de façon modulaire. Donc ça, encore une fois, pareil, c'est un client qui a ça dans son tableau. Je peux te dire que lui, il appellera ça un disjoncteur, c'est sûr. À moins qu'il ait des connaissances en électricité ou qu'il ait vu cette vidéo. Et eux, comment tu les reconnais? Bah, t'as une position 1, une position 2. En main, ils sont plus légers. Le schéma est pas le même. Le prix est pas le même. Enfin bref, après, voilà, faut connaître un tout petit peu quand même pour voir les différences. Il y a marqué 20 ampères, mais devant, il n'y a pas marqué C20 ou D20. Le C d'ailleurs du disjoncteur qu'il y a devant, c'est la courbe de déclenchement du disjoncteur. Courbe C, courbe D, après c'est très théorique pour moi, je pars dans 99% du temps on met des courbes C. Quelquefois on nous demande des courbes D, encore une fois, dans l'habitat, dans des maisons de taille raisonnable. Maintenant, on va parler des connecteurs. Tu sais, les Wago. 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 Pas en chocolat. Chocolatine. Bref, t'as compris, moi je dis Wago, même par chez moi, il y en a beaucoup qui disent Wago. Alors que oui, c'est allemand, c'est une marque allemande, faudrait dire Wago, comme Ouya, faudrait dire Via. Comme on dit pas wagon, on dit wagon. C'est bon quoi. Laissez-moi dire Wago, s'il vous plaît. Vraiment Wago, j'y arrive pas, je trouve ça moche. Et je suis sûr que certains d'entre vous, dites-moi en commentaire, tous ceux qui prononcent Wago, on va monter une team Wago, tu sais, les Wago contre les Vagos. Bref, allez, les connecteurs. En plus, ils sont vachement forts avec cette marque, Wago, respectée parce qu'on parle vraiment de la marque. C'est que, justement, c'est un peu comme Kleenex, tu vois, un mouchoir en papier, on appelle ça un Kleenex pour la plupart du temps, et un connecteur électrique rapide. C'est très chiant aussi à prononcer, connecteur électrique rapide. Et ben, on les appelle tous Wago. Et même moi le premier, enfin, Wago. Moi le premier, quand j'utilise, moi, beaucoup d'autres marques, une autre marque qui s'appelle BLM, qui est une marque d'électricien, et ben, justement, je dis des Wago, alors que c'est pas du tout la marque Wago. Voilà donc les petits connecteurs rapides que moi
moi j'utilise, donc ils sont là tous dans ma main de la marque BLM. Pour ceux qui savent pas du tout, c'est tout simplement un bout de plastique qui abrite une lamelle de métal à l'intérieur dans lequel tu viens pousser ton fil, et s'il est suffisamment bien poussé, dénudé de la bonne longueur, il va tenir et il va t'assurer une bonne connexion électrique, et tu n'es pas obligé, si là tu as 5 entrées, de remplir les 5 entrées. Si t'as que 2 fils à brancher et que t'as qu'un connecteur électrique de 5 entrées, bah tu peux le brancher, il y aura, c'est pas comme la plomberie, il y aura pas des fuites par les 3 autres trous. Ça paraît con ce que je dis. Rajoute qu'il est con aussi, lui. Mais encore une fois, si t'as jamais touché un élec et que tu te dis je vais faire ma baraque et machin et truc, c'est peut-être des questions que tu vas te poser, je sais, parce que moi je me suis posé des questions très bêtes quand j'ai fait des d'autres cordes de métier que je ne maîtrisais pas du tout. Ensuite, toujours dans les connecteurs électriques, tu vas en avoir à levier qui vont te permettre de connecter tout ce qui était fil souple, mais tu peux très bien connecter du fil rigide si t'as que ça, encore une fois. Des fois c'est plus simple aussi pour le débutant qui, voilà, il y a juste les leviers, t'as pas besoin de forcer, tu vois que tu vas bien au fond du Wago, t'as juste à refermer après les clips et ça maintient le tout, c'est nickel. La plupart des Wago, la plupart des connecteurs électriques sont prévus pour tout type d'usage, c'est-à-dire te soucie pas de la puissance, tu peux brancher un chauffe-eau qui va faire 2500 watts dessus en permanence si tu dois rallonger la ligne. La plupart des marques sérieuses, BLM, Wago et d'autres encore, les auront fabriqués pour, je crois, 24 ampères. Alors c'est marqué dessus en tout petit, j'avais déjà regardé, enfin bref, ça dépasse toujours le maximum de la section que tu peux rentrer dedans. C'est-à-dire, avec du 2,5 mm², normalement tu vas pas à plus de 20 ampères en termes de protection de disjoncteur. Et du coup, tous les Wago qui laissent rentrer du 2,5 max peuvent tolérer jusqu'à 24 ampères, je crois, ou 24 ou 27, je sais plus exactement. Mais voilà, tu seras toujours au-dessus, donc tu auras toujours une marge de sécurité, parce que si tu arrives à faire traverser une trentaine d'ampères dans un petit connecteur comme ça qui est prévu pour 24-27, il va fondre. Et après, on sait ce qui se passe quand ça commence à fondre dans tes murs. À savoir que tu as aussi du 8 entrées, c'est ce que tu trouveras la plupart du temps en termes de slots, de capacité maximum de nombre de fils dans tes connecteurs. Mais chez BLM, justement, ils font des 12 entrées. Ça, c'est extrêmement pratique. Ensuite, les sucres, les dominos, donc l'ancêtre du Wago. Tu vois, c'est juste, encore une fois, c'est un espèce de tunnel avec je sais pas quel type de métal. C'est pas du cuivre à l'intérieur, ou peut-être que si, mais bref, qui laisse passer très bien le courant électrique. Avec 2 vis que tu viens serrer dedans, tu peux brancher tes fils ensemble. Alors attention, j'ai fait ça, on évite le plus possible de faire des connexions face à face. Quand on peut, on rentre tout le monde du même côté. Après, des fois, c'est un petit luminaire qui vient se prendre en face de tous les autres fils. Voilà, c'est vu plein de fois. Je sais pas si c'est un très bon conseil à vous donner, mais voilà, si c'était extrêmement dangereux, t'inquiète pas qu'il y aurait énormément de maisons qui prendraient feu. Mais une bonne connexion normalement avec un domino, c'est le fil qui traverse tout, les 2 vis qui prennent sur le fil. Donc ça, voilà, moi j'en ai encore, c'est assez pratique pour des sections du genre 4 mm², ou même justement quand t'as 2, 6², enfin bref, t'as plein de moments où c'est encore un peu plus pratique d'utiliser des dominos. Et j'ai découvert en faisant la chaîne YouTube justement que beaucoup appelaient ça les sucres. Moi je savais pas que ça s'appelait comme ça, enfin le petit nom un peu vulgarisé du domino, c'est le sucre. Tu as aussi les bornes Ferrel, donc ça c'est pareil, encore une fois, alors sur les bornes Ferrel, il y a marqué 50 mm² maximum de section, donc probablement 2 x 25. C'est un espèce de gros écrou qui fait comme un domino, au lieu d'avoir des vis, c'est un énorme écrou que tu peux venir serrer, tu vois, c'est de façon hexagonale, là tu peux prendre ça avec une pince multiprise, enfin vraiment serrer ça fort pour de la grosse section de fil. Dis-toi que peu importe la section de fil, il existera un connecteur adapté à cette section. De plus en plus aussi, il existe des bornes à clips rapides pour tout ce qui est 6², 10², par exemple dans les bornes de recharge voiture, c'est du clips rapide pour du 10 et du 16², ce qui est très agréable, parce que le 10², le 16², le tenir, visser en même temps, etc., c'est très chiant. Ensuite, les cosses, embout de câblage, etc. Donc là, c'est plutôt un embout de câblage. Ça, c'est quand tu as un fil souple, justement, qui fait plein de petits brins. Avant de le brancher, justement, dans un domino, par exemple, bah, tu dois y mettre ce petit embout au bout. Tu viens sertir, et une fois que tu es venu sertir cet embout, ça transforme plus ou moins ton câble souple en câble rigide, enfin l'embout de ton câble souple. Après, comme je disais, il y a les cosses, donc tu peux faire pareil, sertir un fil souple avec une cosse, donc ça te fait une espèce d'œillet auquel tu peux mettre une vis, par exemple mettre un châssis métallique à la terre, c'est pas mal d'avoir une cosse et du fil souple. Bref, on utilise moins ces choses-là, moi j'utilise ça beaucoup dans les tableaux pour le fil souple qui alimente les différentiels du genre, ce genre de liaison là en 16 mm² souple, c'est beaucoup plus agréable de travailler du fil souple dans un tableau
d'y mettre une cosse et de le brancher dedans que de travailler avec du fil rigide. Bon là c'est du 6 carré mais ça va, c'est encore facile. Mais crois-moi, quand t'as du 10 mm carré, du 16 mm carré en rigide à venir brancher au-dessus des trucs là pour le courber et tout, avec les doigts déjà limite le 16 t'oublies et avec les pinces t'abîmes l'isolant. Donc voilà à quoi servent beaucoup les embouts de câblage. Mais si tu fais une fois de l'élec pour chez toi, faire ta maison et tout, va peut-être pas t'acheter des poches de sang, une pince à sertir pour en utiliser 10 dans ton tableau. Essaye de négocier pour te les faire prêter ou achète un lot sur le bon coin, enfin bref. Et pour finir plus ou moins avec les connecteurs, encore une fois il existe plein de connecteurs différents. Tu as ce qu'on appelle un fouet. Ça c'est pour transformer encore une fois un câble rigide en câble souple, tu vois, t'as une espèce de borne, bon là il manque la cage isolante qui va autour, hein, c'est pas que du métal normalement. Tu rentres ton câble rigide, tu viens serrer là très fort jusqu'à ce que l'écrou casse. Une fois que l'écrou casse, c'est que tu as le bon couple de serrage et tu vois, ça te permet de travailler ton fil rigide en fil souple sur une dizaine, une quinzaine de centimètres. Il existe plein de références en fouet, en sortie 10 mm carré, en sortie 16, 25, enfin bref, t'as toujours une alternative. Et les connecteurs Scotch Lock, ça c'est ce qui te permet éventuellement de faire des connexions sur des câbles type un peu téléphonique, RJ45, etc. C'est une sorte de tout petit connecteur comme des Vago, etc. Tu rentres dedans, tu appuies très fort avec une pince, tu entends un pack, ça libère un gel à l'intérieur et ça fait la connexion sans même dénuder le fil. Donc voilà, en gros pour les connecteurs, t'as pas besoin de beaucoup plus de connaissances. Ce qui va te servir, c'est les connecteurs électriques rapides type Vago qui inondent les grandes surfaces. T'as pas beaucoup d'autres marques que Vago. Si t'as pas BLM, Eurome, Vago, enfin dites-moi en commentaire s'il y a d'autres marques grandes, sérieuses comme ça. Voilà, fais attention à la certification CE que tu pourras trouver sur des trucs du genre AliExpress, Amazon, etc. Parce que CE, parfois, ça peut être Chinese Export et non pas conformité européenne. Ils sont très malins d'avoir fait ça. J'ai mis énormément d'années avant de savoir ça. Donc vraiment déconne pas sur les connecteurs électriques, c'est vraiment un truc, bah tant pis si t'achètes une boîte plus chère qu'une autre, fais attention parce que c'est quand même ce qui va laisser passer le courant en permanence dans ta maison, en plus des disjoncteurs, du fil, etc. Et voilà, économise pas trop sur les connecteurs. Maintenant, les outils. Je te rassure, on va pas tous les faire, mais on va faire quelques-uns quand même qui concernent un peu plus l'électricien. On va commencer tout de suite par cette belle pince, que si t'as pas du tout l'habitude de bricoler, tu vas vraiment te demander ce que c'est. C'est une pince à cheville mollie, tu vois, c'est cheville métallique d'ailleurs. En passant, ça c'est de la cheville double pot. Si tu savais pas que ça existait, quand tu as deux plaques de placo les unes sur les autres, là tu as des chevilles mollies spéciales pour quand tu as deux épaisseurs de placo qui te permettent de mettre une cheville double pot. Et ça tout simplement, si t'as pas cette pince, c'est très compliqué d'étendre une cheville mollie. C'est possible de le faire, mais sans pince, voilà, si tu veux en faire une ou deux et après ça va te gonfler et ça va être très chiant et très long. Donc tu as juste à tirer dessus et tu vois après avec des pinces automatiques, c'est ça qui vient prendre en sandwich le placo avec la collerette de la molly. Et là-dessus, tu peux fixer très lourd. La pince à collier Rilsan, collier Colson, les colliers noirs, tu vois, d'électricien, ça vient tout simplement t'aider à les serrer. Tu peux encore une fois les serrer à la main, mais pareil, tu vas en serrer un ou deux à la main, ça va te faire chier. Et si t'as pas ce genre de pince pour en serrer une cinquantaine, une centaine, tu vas perdre énormément de temps et tu vas avoir mal aux doigts. Ça permet de serrer le collier et de le couper. Tac. Ensuite, pour les trucs un peu plus tout venant, tu as le dénude de câble, hein, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que celui-là, il en a dénudé des kilomètres. Mais pour moi, c'est la meilleure marque pour en avoir essayé. Je sais pas non plus essayer 100 marques différentes, mais voilà, le Knipex, tout le monde connaît, des habitués de la chaîne. Et ça, c'est un excellent outil. Il est toujours en description dans toutes les vidéos parce que si tu as du câble R2V, c'est un essentiel. Il va te servir à dégainer la partie noire de ton câble pour avoir accès à tous les fils, les 5 fils de ton 5G, et comme ça après tu pourras aller travailler pour brancher ta prise, etc. La pince à dénuder, donc ça c'est classique, hein, pince à dénuder Croco, tu vois, ça c'est dans toutes les grandes surfaces tu les trouveras. C'est pas une pince automatique, moi je préfère ce genre de pince, mais tu as plein de pinces à dénuder automatiques. Encore une fois, j'ai fait une vidéo pour en tester plusieurs, que tu pourras aller voir si tu préfères acheter une pince automatique. C'est vrai que si tu as peu l'habitude de travailler les fils, l'électricité et tout, c'est peut-être pas la meilleure pince. Enfin, après, t'as des réglages, hein. Moi, j'ai fait sauter la vis de réglage et tout, parce que j'en ai pas besoin, j'aime pas ça. Mais voilà, fais attention à pas attaquer le cuivre de tes fils quand tu dénudes. Une pince à bec courbé, je te fais pas un dessin de tout ce que tu peux faire avec. Aouh! Mais voilà, ça te permet d'aller choper plein de trucs un peu partout. Ça, normalement, tout le monde connaît à peu près une pince multiprise qui peut te servir de multiprise. Tu peux à peu près tout choper, tout serrer, enfin, à condition que tu sois pas au ras d'un angle, sinon tu pourras pas passer la pince autour de ton boulon, de ton truc. Bref, pince multiprise. Je sais qu'il y en a qui doivent rigoler que je suis en train d'expliquer que ça c'était une pince multiprise, une pince à bec et tout, mais je te jure qu'il
Il y en a à qui ça va servir, c'est sûr. Pour la petite anecdote, j'ai déjà dû le dire aussi sur la chaîne dans une vidéo. Bref, quand j'ai commencé, j'avais 16 ans, c'est pas une flèche en bricolage. Je pensais vraiment que le fil noir et le fil violet, il y avait une différence fondamentale. Alors que c'est juste une couleur sur l'isolant pour les différencier. Moi, je croyais vraiment qu'il y avait un truc, tu vois, genre que c'était pas du tout la même chose. Alors que c'est la même chose, les deux c'est du 1.5, c'est juste deux couleurs différentes. Donc tu vois, on a tous commencé un jour, ça sert à rien de se moquer. Moi j'ai eu beaucoup d'apprentis, donc je peux te dire que j'avais passé mon temps à me foutre de leur gueule quand ils me posaient des questions cons, c'est encore en train de me marrer. Tu as vu bien sûr la pince coupante qu'on a vue au début, voilà, c'est une pince qui coupe, comme tu as deux parties de métal qui se butent entre elles pour couper un fil. Mon ciseau coupe tout, ça c'est pareil, c'est pour moi un essentiel. C'est juste pour le prix que ça coûte. Ça sert à tout, hein. Même si tu fais pas que de l'élec, hein, ça coupe à peu près tous comme une mini cisaille. Et c'est cette marque-là, ils sont vraiment extrêmement résistants, extrêmement utiles. Voilà. Ensuite, si à guichet ou si à placo, ça te permet de découper dans du placo à la main, ça marche très très bien. Un coupe-tube, t'en as plein différents. Moi j'aime bien celui-là, ça te permet de couper les tubes électriques, même des tubes de plomberie, diamètre 50 maximum avec celui-là, très pratique. Une pince à goulotte ou à moulure, alors pas des goulottes et moulures trop grosses, hein, mais ça c'est très pratique aussi quand tu fais l'électricité sous baguette. La fameuse pince à sertir, donc ça c'est ce qui te permet de mettre les embouts de câblage au bout des fils souples. Bah ça c'est quand même bien pratique, ça doit coûter une trentaine d'euros sur internet. Et comme je dis, je vais pas tous te les faire, le marteau, le mètre, le niveau, normalement tout ça, tu connais à peu près un marteau, normalement, même si t'es la plus grosse des billes en bricolage. Si je te demande de penser à une couleur et un outil, enfin je sais plus ce que c'est le truc, normalement tout le monde dit marteau rouge. Donc voilà, marteau, je vais pas te le montrer. Tu veux que je te montre mon marteau? Voilà, et il est pas rouge. Des clés plates, tiens, si tu entends aussi quelque chose à cliquer, une clé à cliquer, une clé plate à cliquer, bah ça c'est quand tu peux serrer ou desserrer quelque chose sans avoir à retirer à chaque fois, parce que si tu tournes ça tu dois l'enlever, le remettre, le cliquer, tout simplement ça te permet voilà d'entendre clic, 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 et il est content, il est content. Donc voilà, cliquer, tout ce genre d'outils qui te permet de te simplifier la vie, de pas à chaque fois ressortir, remettre, t'énerver, putain de boulon de... Bien sûr pareil, je te parle pas des tournevis, tout le monde voit ce que c'est un tournevis, cruci, plat, Torx. Torx, c'est quand ça fait un embout étoile. On va pas rentrer dans ce détail-là. Ensuite, tu vas voir les outils de mesure. Donc, les outils de mesure, tu vois, quand t'es électricien, bon, j'en ai plein d'autres dans le camion qui sont pas disponibles là parce que j'ai trop de bordel dedans. On en parlera dans d'autres vidéos ou peut-être à la fin de celle-là. Tu as le multimètre qu'on appellera testeur ou Matrix pour certains ou multimètre, enfin bref, multimètre, testeur, Matrix. À peu près pareil, tu peux mesurer tout un tas de tensions, tout un tas de résistances de façon succincte on va dire, mais qui sont largement suffisantes pour du travail dans le bâtiment, du petit dépannage peu complexe. Et encore, dans le bâtiment, les dépannages, il y a aussi beaucoup de logique, d'interprétation, de regarder ce qui se passe dans les boîtes. Tu sors aussi le Matrix, mais voilà, encore faut-il savoir interpréter ce que tu es en train de lire et savoir aussi sur quoi et quoi tu branches ça, sur quel calibre tu le mets. Mais en gros, ça te permet de mesurer un peu d'intensité ou très peu avec cela, mais pas mal de résistance, pas mal de tension en volts. Et il y a milliampères dessus, mais j'ai jamais utilisé la fonction milliampères, tu vois, moi je le mets souvent en ohmmètre automatique pour mesurer les résistances en cas de dépannage, des trucs, bref. Et la tension en 230 volts. Mais voilà, c'est quand même un essentiel, t'es pas obligé d'avoir un testeur à 500 balles, c'est pas utile. Juste un truc à 30 balles, ça te servira dans plein de cas, mais je te dis, il faut savoir aussi entre quoi et quoi on le branche, et sur quel calibre on le met. Le VAT, oui j'ai mis du temps à avoir un VAT, et alors le VAT normalement c'est au Saint Graal des appareils qui te permet de rester en vie, j'en ai pas eu pendant très longtemps, je suis quand même en vie, ça permet aussi d'avoir un test de continuité, voilà, je cherchais à faire ça. Donc celui-là fait testeur de continuité, ils le font pas tous, mais surtout quand tu branches ça dans une prise entre phase et neutre, etc., ça te dit s'il y a de la tension, si c'est dangereux, ça va pas te donner au volt près la tension, mais ça te donne des barèmes, genre des paliers de 24, 50, 120, 230, 400, on va pas tout détailler encore sur le VAT ici. Tu as des façons normalement bien précises de t'en servir pour être sûr que tu es en sécurité, logiquement c'est pas juste phase neutre, etc., mais bon, à un moment donné, tu mets ça dans une prise, il y a marqué 230 volts, tu coupes
ton disjoncteur général, il y a plus marqué 230 volts. Voilà. Normalement, je devrais pas dire ça. En électricité, t'es censé avoir ton casque, tes gants, tes machins, ton cadenas, couper le disjoncteur, mettre le testeur une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Être sûr, tu vois. Ceci n'est pas un conseil en investissement, tu vois, tous les mecs qui disent ça, là, alors qu'ils sont en train de te donner des conseils en investissement. Tu vois, c'est... Voilà. Il y a le terrain, la théorie, la réalité. Fais quand même super gaffe quand tu bosses sur de l'électricité. C'est pas rigolo du tout de se prendre une cacahuète. Sache que si tu prends un coup de jus un jour, l'idéal normalement c'est d'aller voir le médecin. Alors, je vois tous les élèves qui vont me dire ah, c'est ça, t'as raison. On a tous fait ça à chaque fois qu'on a pris une châtaigne. Logiquement il faudrait, parce que c'est comme si t'as envoyé, je sais pas moi, une 2 chevaux qui roule à 50 à l'heure, d'un coup tu lui fous un moteur de Ferrari pendant une seconde et puis tu la bombardes sur l'autoroute pendant une seconde. Peut-être que elle va pas casser, mais tu sais pas, l'usure des pneus là, il a pris super cher d'un coup, les amortisseurs ils ont pas aimé, la carrosserie elle a pas compris ce qui se passait. Et il va peut-être y avoir des petits dégâts que tu verras pas tout de suite. C'est un peu ça pour schématiser. Si jamais tu prends une bourre, ton système nerveux il fonctionne en millivolts ou peut-être en microvolts, je sais pas, je suis pas médecin, mais c'est quand même de l'électricité qui dirige ton système nerveux, et si t'envoies d'un coup du 230 volts dans la machine, sache que c'est pas fait pour. Un peu comme si tu prenais du 1.5 et que tu lui envoyais 150 ampères dans la tronche, même si c'est pas longtemps, il va chauffer un peu et l'isolant il va se détendre un petit coup. Voilà pourquoi normalement tu dois aller voir un médecin dès que tu prends un coup de jus. Petit spoiler, j'en ai pris quelques-uns qui se comptent peut-être encore à peu près sur les doigts de la main, et j'ai pas été voir de médecin. C'est ça que je suis un peu teubé. Mais vraiment, j'en rigole, on se marre, c'est rigolo, mais fais gaffe. Ensuite, tu auras la pince ampère-métrique qui, en la mettant autour d'un câble, va te permettre de savoir combien d'ampères traverse la phase en question. J'en sers très peu, c'est probablement très utile quand tu fais beaucoup d'industriels et de triphasés. Le mégaohmmètre qui te sert justement, lui, à chercher des résistances dans des circuits, mais de façon plus sérieuse, plus concrète, plus précise. Telluromètre qui te permet de mesurer ta valeur de terre sans avoir de courant dans ta maison. Moi, j'ai le petit testeur d'installation de chez Sefram qui fait bien ce boulot si tu as du courant sur l'installation. Et aussi, tu as la pince à fuite de courant. Donc ça, c'est une petite pince, un peu comme une pince ampère-métrique qui te permet de savoir entre phase et neutre combien il y a de milliampères qui fuitent, ou tout simplement sur une terre seule. Ça coûte assez cher. Les cas où tu arrives vraiment à t'en servir sans avoir d'autres alternatives sont très rares, parce que souvent quand tu as une fuite de courant, tu as un différentiel qui saute, tu baisses tous tes disjoncteurs, tu les relèves tous un par un une fois que tu as relevé ton diff. Si ça ressaute, bam, première vidéo de la chaîne, va voir comment je parle à mes pompes dans cette vidéo. Voilà, pour les outils de mesure, il en existe plein d'autres, mais dans le bâtiment, si c'est juste pour tu vas faire une maison, encore une fois, de taille raisonnable, pas besoin de beaucoup plus que ça. Déjà, testeur VAT, déjà c'est pas mal. Mégaohmmètre pour les dépannages un peu plus complexes. Encore, mégaohmmètre, je m'en sers pas souvent, quoi. Mégaohmmètre, c'est plus avant que le consuel il arrive. Quand tu veux des trucs plus précis, que t'as des doutes sur certaines choses, certaines liaisons de terre au niveau des cadres de fenêtres, tout ça, des oublis de châssis à la terre, tout ça. Là, tu mesures au mégaohmmètre. Ensuite, visseuse choc. Donc ça, c'est une visseuse qui te permet tout simplement de visser. Tu pourras pas trop mettre de scie cloche sur ces trucs-là, encore que de y avoir des embouts adaptatifs. Ça sert à faire pac, 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 quand ça commence à forcer justement pour serrer des vis. En fait, la visseuse choc est faite pour faire comme quand tu fais toi, quand t'as une vis qui galère, tu sais, tu commences à mettre des coups comme ça, tu sais, quand ça force. Bah, la visseuse, elle le fait toute seule, à une vitesse bien mieux, bien sûr. Elle fait pac, 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 et elle t'envoie la vis très loin. Un petit machin comme ça peut t'envoyer des vis énormes comme ça dans du bois. Donc c'est très pratique. Ça coûte un petit peu cher une visseuse choc, mais franchement, une fois que tu l'as, moi celle-là, ça fait au moins 5 ans que je l'ai plein la tronche, et ça marche très bien. La visseuse perceuse classique sur laquelle tu vas mettre des forêts, des scie cloches, des machins qui te permettent de percer, tourner. On a certaines qui font un peu de percussion pour faire des petites chevilles, etc. dans des matériaux plus durs type parpaing. Le multitool, ça achète si tu fais des travaux. C'est pas ce qui coûte le plus cher. En plus, souvent, c'est la batterie coûte presque le prix de l'appareil. Enfin, j'exagère, mais pas loin. Voilà, c'est un truc vibrant avec la lame, tu vois, qui te permet de découper des trucs qui dépassent un tout petit peu, de faire un petit carré dans quelque chose. T'as d'autres types d'embouts aussi. T'as plein de trucs. Ça s'appelle pas le multitool pour rien. Extrêmement pratique. Et même si, voilà, t'as fini tes travaux, tu laisses ça dans ton garage. Un jour, t'en auras besoin sans trop chercher à vouloir l'utiliser. Donc voilà, le multitool, alias Fein, parce que c'est la première marque qui l'a vraiment popularisé sur les chantiers, mais maintenant tout le monde a un multitool, enfin toutes les marques ont leur multitool. Tu as bien sûr le perfo, donc le perfo que j'ai pas là dans les mains, mais bah le perfo percussion avec les grandes mèches, tu vas traverser des murs, tu vas pouvoir mettre tu vas pouvoir faire tourner aussi en mode visseuse classique sans percussion. Voilà, le perfo c'est un essentiel. Tu as tout ce qui est disqueuse
Outil lapidaire, donc disqueuse lapidaire meuleuse, c'est à peu près la même chose. Enfin, dites-moi si pour vous il y a une différence dans le nom, mais j'ai toujours appelé ça lapidaire. Bien sûr, la même chose à chaque fois, en plus gros, des plus grosses machines, des plus gros perfos, des plus gros trucs. Mais pour l'électricien, un perfo, un multitool, une ou deux visseuses là comme on vient de voir, un plus gros perfo pour vraiment les gros câbles, les gros trucs, et éventuellement justement une rayureuse, c'est-à-dire que tu as deux lames de lapidaire qui tournent en même temps pour pouvoir faire des encastrements. En fait, en un seul passage, tu fais la taille d'une gaine dans ton mur béton. Moi, j'en ai pas parce que j'ai très peu de bâtiments type immeuble, full béton et tout, là où je suis, c'est vraiment très rare. Donc moi, j'ai juste un gros lapidaire et un petit lapidaire. Bien sûr, je te fais pas un dessin, il existe des gros aspirateurs, des grosses machines, il y en a plein. Mais là, ce que je viens de te dire, c'est vraiment l'essentiel qui te permet de faire une maison. Bien sûr, avec tous ces outils, tu auras aussi tout leur lot de, pas consommables, mais d'accessoires qui sont aussi plus ou moins des consommables. Une scie cloche, pour ceux qui connaissent pas du tout le mot, ça, quand tu as jamais bricolé, scie cloche, c'est pas un truc qui te parle. Pourtant, c'est une scie en forme de cloche. Scie cloche, ça s'écrit vraiment comme ça. Donc voilà, c'est juste pour faire des trous, pour mettre tes prises, pour mettre plein de trucs. T'en as de tous les diamètres. Tout ce qui est forêt à métaux, bien sûr, ça c'est pas une grande nouvelle. Tu as tout ce qui est forêt à bois, t'as des forêts pour le carrelage, t'as des forêts pour la faïence, t'as des forêts pour à peu près tout et n'importe quoi. Dis-toi vraiment que si t'as besoin d'un cas spécifique, les entreprises type Makita, Milwaukee, DeWalt, tout ça, auront pensé aux choses pour toi. Pour eux, on sait pas. Bien sûr, d'autres types de lames pour le multitool, encore des scie cloches, d'autres types de lames, des scie cloches, une carotte ou une fraise ou un forêt à étage. À la base, ça s'appelle un forêt à étage, on appelle ça souvent, voilà, une carotte ou une fraise, ou dites-moi aussi en commentaire quel autre nom vous donnez à ça. Mais ça permet de commencer avec un petit trou, plus gros trou, et de te mettre sur le diamètre qui t'intéresse. Ça, c'est très pratique pour les goulottes GTL, les grosses goulottes plastiques là, comme ça, qui permettent de mettre les tableaux pour faire des trous entre les trucs, tout ce qui est plastique, électrique, ça c'est très pratique. Un seul forêt, plein de diamètres. Moi j'aime bien ce genre de truc. Et voilà. Après, dans les disques de lapidaire, t'as les disques à métaux pour couper du métal, les disques diamants pour la pierre, plein de trucs, plein de possibilités. Je saurais même pas par où commencer tellement il y en a. Voilà, pour tout ce qui est machines, outils, etc. Maintenant, on va parler un petit peu de bornes électriques. Donc tu as, comme on avait vu tout à l'heure avec les dominos, tout ce qui est borne à serrer. Là, c'est une borne à serrer avec une vis à l'intérieur. Attention, ça, c'est un peu traître. Des fois, ça peut passer à côté de la vis. Faut bien faire attention. Tu as tout ce qui est borne automatique, comme on a vu tout à l'heure aussi avec les connecteurs. Donc, borne automatique, tu rentres dans ton connecteur, hop, avec un système de ressort de lamelle, ça tient ton fil. Tu as aussi tout ce qui est borne à levier automatique, plus ou moins, mais donc les bornes à levier qu'on avait vu avec les connecteurs. Tu as aussi ce qu'on appelle les bornes à cage. Dans ce genre de disjoncteurs différentiels, voilà, souvent dans les disjoncteurs, les interrupteurs différentiels, etc. Tu vois là, l'espèce de cage qui se rapproche, en fait c'est une plaque en métal qui se rapproche d'une autre plaque en métal, et ça fait une cage, et là ça vient écraser l'ensemble. Moi je préfère beaucoup les bornes à cage que les bornes à vis, dans tout ce qui est borne à serrer. C'est une borne à cage, c'est plus franc, quoi, au niveau du serrage. Voilà, c'est des petits termes comme ça, mais ça a son importance. Une borne à cage, t'es plus serein, tu risques moins de faire de bêtises. Ça, après, c'est mon avis. Ensuite, tu as tout ce qui est peigne en électricité, donc peigne ou barrettes de pontage, ce qu'on appellera les peignes ou les barrettes, c'est, tu vois, ce genre de choses. Ça, c'est donc un peigne ou une barrette de pontage. Je vais arriver à l'ouvrir, ce truc-là. Voilà. Et, voilà, c'est juste des dents en cuivre qui permettent de distribuer avec un seul élément, le neutre plein de fois au-dessus de plein de disjoncteurs, la phase plein de fois au-dessus de plein de disjoncteurs, etc. Tu as aussi pas mal chez Schneider, surtout tout ce qui est peigne automatique, tu vois, avec les disjoncteurs forcément qui vont bien dans le bon brevet, quoi, avec la bonne marque. Tu viens dessus et là, voilà, ça fait exactement la même chose qu'un peigne serrable, sauf que ça prend 10 fois moins de temps. Là, le truc, il est clipsé, il est alimenté, phase neutre au-dessus, il n'y a plus qu'à se brancher en dessous. Et ça on aime bien. Maintenant, les mécanismes. Les mécanismes, c'est ce qu'on appelle les prises, les interrupteurs, etc. Donc, tu as la prise classique, affleurante, qui est déjà plein de peinture, sortie d'un chantier probablement, avec, donc voilà, tout simplement, c'est une prise, t'as les 3-4 grandes marques qui me viennent en tête, Schneider, Legrand, Hager,
qui s'écrit Hager, H-A-G-E-R, après avec toute leur gamme qui défile, enfin bref, c'est les 3 marques qui me viennent en tête, je suis désolé pour les autres, mais voilà. Ça existe aussi avec un USB, ça existe dans plein de trucs différents, tu en as aussi avec encore des prises, ce qu'on appelle les prises à puits, c'est-à-dire que là, pour le coup, elle va pas être affleurante, mais avec un puits à l'intérieur, tu vois, c'est comme ça qu'on appelle ça, et celle-là, c'est de la prise spéciale rénovation, parce que tu peux connecter au-dessus, en dessous, ça existe, c'est très pratique quand tu fais de la réno et que tu as des tout petits boîtiers d'encastrement. L'interrupteur va-et-vient, le classique qui peut te servir de simple allumage, bien sûr, avec, tu vois, le petit schéma qui est derrière, tu as toujours le schéma de tout ce que tu branches, que ce soit un disjoncteur, un interrupteur, tout est toujours imprimé dessus, enfin en tout cas avec les grandes marques que tu connais, mais là je sais pas, je connais pas toutes les marques. Bien sûr, tu peux avoir un double interrupteur, c'est-à-dire que tu auras 2 interrupteurs sur la même surface qu'un interrupteur simple qu'on vient de voir juste avant, avec toujours le schéma de branchement derrière. Tu vois bien que c'est 2 schémas séparés pour faire ce que tu veux avec. Ça, c'est un bouton poussoir de volet roulant. Ça existe aussi en bouton classique, pas poussoir, enfin volet roulant. Tu as au moins 4-5 références différentes pour faire monter, descendre ton volet roulant. Tu as aussi ce qu'on appelle un obturateur. Ça ressemble de loin très fort à un va-et-vient, mais en fait, c'est juste, tu vois, juste un rond de plastique pour des fois cacher une connexion si t'as pas envie d'avoir un rebouchage de peinture. Plus joli d'avoir un truc, tu vois, on a l'impression que ça a été fait exprès que plutôt repeindre tout un mur parce qu'il y a un rond que t'as voulu reboucher, ou des fois faire une connexion tout simplement derrière. C'est très pratique les obturateurs, mais ça coûte extrêmement cher parce que c'est un bout de plastique qui coûte plus cher que le va-et-vient qui lui a un mécanisme à l'intérieur. La prise RJ45, donc la fameuse prise réseau sur laquelle on connecte les câbles réseau avec ce qu'on appelle le noyau derrière, donc c'est là vraiment la partie métallique là qui est juste là, très chiante à enlever, que tu viens raccorder. En fait, ça, à la limite, c'est juste du plastique, hein. Une prise RJ45, tu pourrais la faire fonctionner comme ça en volant, ça marche nickel. Ça, c'est juste un slot pour pouvoir venir mettre ton noyau et que ça fasse propre. En façade, tu soulèves comme ça, tu viens brancher ton câble Ethernet dedans. Voilà, une prise RJ45. Et bon, petit bonus, parce que je l'avais sous la main, tu vois, ça, tu peux aussi avoir des variateurs à molette, t'as plein de choses qui existent, pareil, on va pas faire tout le tour maintenant, on vient de voir les basiques. Pour tout ce qui est bouton de commande de télérupteur, les fameux boutons poussoirs, tu peux tout simplement avoir une seule référence et venir ajouter les ressorts à l'intérieur qui te permettent d'avoir un bouton qui rebondit, donc le bouton poussoir. Tu as aussi la possibilité de mettre des voyants à travers tes interrupteurs. Alors là, toutes les marques ont leur petite spécificité. Il y en a, c'est déjà intégré dans l'inter. Il y en a, c'est des voyants avec des broches rigides. Là, c'est des broches souples. Enfin, c'est 2 petits fils souples. Voilà, ça, c'est les petites spécificités qu'il va falloir apprendre en fonction de la marque et de la gamme que tu as. Parce que entre une seule et même marque, tu n'auras pas toujours les mêmes références de voyants, de ressorts, de trucs, de machin, de plaques de finition. L'appareillage, des fois, c'est une galère. Vaut mieux des fois aller simple, vraiment simple, hein, prendre une gamme bien reconnue, d'une marque bien reconnue, et voilà, faire tranquille. Voilà à peu près pour les mécanismes. On va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais là on a vu vraiment les essentiels qui te permettent de mettre de la lumière et des prises dans ta maison, de faire monter tes volets et de cacher la misère. Ensuite tu as les VMC. Là j'ai pas de VMC sous la main, mais on va juste, je vais juste parler vite fait des grands noms des VMC que tu vas avoir dans les maisons. Tu vas avoir la VMC autoréglable, ça c'est la VMC toute simple, qui va tirer l'air des pièces humides, qui va la rejeter en toiture. Bien sûr, sur une VMC, il faudra des petites grilles d'entrée d'air que tu vois des fois au-dessus des fenêtres. Ça fait attirer l'air des pièces sèches, salon, chambre, etc. Ça passe sous les portes doivent être étalonnées avec un petit espace, ça c'est valable pour toutes les VMC plus ou moins, peut-être pas la double flux. L'air arrive des pièces sèches, passe sous les portes, remonte par les bouches des pièces humides et l'air se recycle comme ça dans ta maison. Avec une autoréglable, t'as beaucoup de pertes de température parce que en fait elle fait que tirer de l'air tout le temps, ça passe, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, peu importe le taux d'humidité, etc. Après, là je schématise encore une fois, c'est pas une vidéo sur les VMC, tu as la VMC hygroréglable parce que hygrométrique, donc elle va régler le taux d'humidité plus ou moins toute seule grâce aux bouches et grâce aux entrées d'air. T'as des lamelles qui gèrent tout ça, quand c'est humide ça gonfle, enfin je sais pas, je les fabrique pas non plus, mais voilà, en gros c'est ça. Et justement ça va être un peu plus intelligent s'il n'y a pas du tout d'humidité dans la baraque, ça va pas se mettre à te faire arriver de l'air à 0 degré dehors si t'es en plein hiver ou à 40 si t'es en plein été. C'est déjà un peu mieux, mais aussi un peu plus cher. Après t'as la VMC double flux. La double flux, c'est une maîtrise complète de l'air, c'est-à-dire que tu vas rejeter donc l'air vicié qui est crade dehors, tu vas faire rentrer de l'air frais
À l'intérieur de la double flux, tu as un échangeur. En fait, l'air vicié dégueulasse qui va, avant de sortir, il va passer dans un échangeur thermique autour de l'air neuf. Je schématise, hein, c'est autour, à côté, bref. Autour de l'air neuf, il va lui redonner 90% environ de ses calories, de son énergie avant de repartir dehors, sans pour autant lui donner la merde qu'il y a dans l'air. Comme ça, l'air neuf arrive, même si c'est en plein hiver, il a récupéré la chaleur de l'air qui partait, qui dégageait. Il va être insufflé dans les pièces. Et tu auras donc des pièces dans lesquelles l'air va être craché, l'air nouveau, et toujours dans les pièces humides, ça va être extrait. Donc t'as plus d'entrée d'air sur les fenêtres. Là, c'est maîtrisé beaucoup plus, mais une VMC double flux, ça coûte infiniment plus cher que toutes les autres VMC. C'est aussi beaucoup d'entretien parce que échangeur, parce que moteur qui coûte plus cher. La réalisation va falloir qu'elle soit au poil de chez au poil. Il va te falloir beaucoup d'espace parce que beaucoup de tuyauterie, parce que des bouches qui soufflent l'air, des bouches qui retirent l'air, des bouches qui font rentrer l'air en haut, des bouches qui... il y en a partout. Donc voilà, mais en soi c'est un excellent concept la VMC double flux. Si tu l'as fait toi-même, faire des belles économies. Si tu l'as fait installer, ça se dispute. Tu es en train de clasher ton propre job, toi. Oui et non. Mais après, si tu veux une très bonne étiquette énergétique, ça fait partie des choses très bien dans une maison. Et tu as aussi la VMI, c'est VMC mécanique à insufflation, je crois, enfin, j'ai même pas cherché. Mais en gros, là, c'est la VMC de bourrin pour les vieilles baraques. Enfin, pas la VMI de la marque VMI, parce que t'as des trucs qui se couplent avec des pompes à chaleur et tout. Là, je parle pas du truc hautement technique. Je parle de la bonne vieille pulsive. Vient dans une baraque qui est complètement humide, c'est impossible de repasser des gaines partout parce qu'il n'y a pas de VMC, ou elle a été mal installée, ou elle sert à rien. Tu poses un gros moteur avec une grosse gaine en plein milieu si possible de la maison, dans un couloir. Ça va venir cracher de l'air partout, ça va pousser comme un bourrin, et ça va permettre de faire sortir l'air par toutes les petites fuites d'air qu'il peut y avoir dans une vieille baraque, et Dieu sait qu'il y en a un peu partout. Et donc en fait voilà, vraiment, ça va chasser l'air et ça va bousiller l'humidité dans beaucoup de cas. Ça, en termes d'installation, c'est rapide, le moteur coûte quand même une dizaine de fois plus cher, enfin peut-être pas 10 fois plus cher, mais pas loin qu'une VMC autoréglable de base, mais ça règle quand même plus de problèmes d'humidité. Voilà pour les 4 grandes VMC en gros que tu vas croiser. Il existe sûrement beaucoup d'autres choses dans le traitement de l'air, mais après voilà, c'est plus dans l'ordre du professionnel que du particulier. Ah, et maintenant la lumière. Pareil, on va pas tout détailler. Les spots que tu encastres au plafond, un petit rond avec 2 ressorts, c'est quasiment à fleur du plafond. Ça, c'est un spot. T'as aussi des spots qui sont en saillie, hein, qui dépassent. T'as 1 million de choix possibles dans les spots. La lumière, c'est un délire parce que t'as trop de choix. Beaucoup trop de choix. Mais tu as aussi des choses qui sont plus ou moins obligatoires, du genre ce qu'on appelle un boîtier DCL. Ça, c'est un boîtier, tu vois, avec un petit crochet normalement qui rentre là-dedans. C'est voilà, un boîtier que tu viens encastrer dans tes cloisons placo, ou briques, ou ce que tu veux, bref. Et tu as à l'intérieur un système qu'on appelle donc le DCL, dispositif de connexion de luminaire. Normalement, tu as une douille qui est fournie avec, je sais pas ce que j'en ai foutu, qui vient se clipser là, et toi en fait, tu fais le branchement à l'intérieur comme si c'était une prise, tu vois, directement, que tu viens refermer sur les petits borniers qui sont là. Pareil, sur la chaîne, tu trouveras aussi des vidéos pour comment installer ça. Et ça te permet tout simplement, après, d'un simple clip, de brancher des luminaires avec des petits accessoires, de trucs sans démonter, sans avoir à toucher au fil de l'installation. Ça, c'est obligatoire dans le neuf. Et ça te permet aussi de mettre une douille de chantier, enfin une douille DCL de chantier, sur lequel tu peux mettre une lampe directement sans avoir fait de choix de luminaire. T'as le petit crochet qui va bien. Tu peux suspendre jusqu'à 10 kg, juste comme ça, dans le placo bien serré. Je te déconseille d'aller jusqu'à 10. Juste un luminaire à 5 kg, que ton placo est bien sec, ce sera pas mal. Même si on a vu sur cette chaîne, on a fait des tests pour voir jusqu'à où ça arrachait le plafond. Et après, tu peux, avec des accessoires de reprise de charge, visser un truc derrière, tirer un filet en acier et là, poser des luminaires de 25 kg, mais il faut aller se reprendre sur une grosse poutre, un gros truc. C'est déjà, quand t'as des luminaires de 25 kg, on n'est plus dans des maisons de taille raisonnable du tout. À moins que t'aies envie de remplir ton salon juste d'un luminaire. Bon, toujours dans la lumière, pour faire vite, tu as aussi donc les appliques, ce qu'on appelle une applique, c'est truc au mur, là je pense que j'apprends rien à personne, je me dois de le dire. Le luminaire au plafond, l'applique murale, ça peut être un luminaire au mur, enfin des petits termes, applique, centre. Moi j'appelle ça des pots de centre, mais des boîtiers de centre, un point lumineux central, bref, on appelle ça comme tu veux. Pareil, en commentaire, n'hésitez pas dans cette vidéo à dire ah non, moi j'appelle ça plutôt comme ci, comme ça sera marrant, moi j'aime bien apprendre en plus les expressions des autres. Toujours dans la lumière, tu as donc les lumens, et je sais plus si c'est je crois que c'est les luxe.
l'unité de mesure de la lumière qui se traduit en lumen. Ça, pareil, j'ai jamais trop compris la différence entre lumen et lux. Je crois vraiment que lux, c'est comme les watts, tu vois, c'est le truc. Enfin bref, j'avoue que là, j'aimerais bien être éclairé en la différence entre lumen et lux. Encore une fois, pour faire ta maison, ça changera pas grand-chose. Mais sur les luminaires, les ampoules que t'achètes, c'est écrit en lumen. C'est voilà, c'est une unité de mesure de ton l'éclairement de ta pièce. Moi, je raisonne toujours plus ou moins en watts, tu vois. Je sais que voilà, 5 watts LED, ça équivaut à peu près comme avant à 45-50 watts halogène. Voilà. Après, si tu veux vraiment savoir exactement ce qu'il te faut comme éclairage pour ton salon, ta cuisine, il existe des études d'éclairage à faire. Il existe aussi des presets, c'est-à-dire que voilà, dans une cuisine, on voudrait X lumens au mètre carré. Ça, c'est à toi de voir. Des fois, ça se fait un peu au feeling parce qu'une fois, j'avais regardé pour chez un client et en gros, dans la cuisine, il fallait que je mette 20 spots alors qu'elle faisait genre 5 mètres carrés. C'était un peu abusé. Mais par contre, dans un Intermarché, un Leclerc, des trucs pro, là, on rigole pas avec les études d'éclairage. C'est vraiment, il y a des gars dans des bureaux, j'en ai fait moi quand j'étais au CFA en apprentissage. Les études d'éclairage, c'est un de mes pires souvenirs des dossiers techniques à faire. C'est très chiant parce qu'en fonction de la couleur de tes murs, la couleur de tes sols, quel type de sol, quelle hauteur de plafond, quelle largeur de pièce, quel machin, quel truc, quel angle de mur, enfin c'est un enfer. Donc voilà, pour la lumière, fais au feeling. Tu as donc l'halogène, le LED, hein, quand c'est du LED, ça consomme moins, quand c'est de l'halogène, c'est les anciennes ampoules qui chauffent plus qu'elles éclairent. L'halogène, t'en trouveras de moins en moins. Et dimmable ou variable, c'est pareil, quand tu as un variateur, il te faut une ampoule ou un luminaire, si c'est du LED intégré, qui soit dimmable. En fait, dimmable, c'est dimmable, c'est un mot anglais qui veut dire variable. Je le dis encore une fois, parce que à chaque fois que j'installe un variateur, les gens, je leur dis, il faut que vous achetiez une ampoule variable, mais je suis obligé de leur dire dimmable, parce que sur les cartons, c'est marqué dimmable. Du coup, on me dit dimmable, ça veut dire quoi? Dimmable, yeah, my girl. Tu vois, c'est juste, voilà, le mot anglais, dimmable, variable, donc c'est dimmable, yeah, yeah, yeah. Oh, ta gueule. On commence à divaguer. Oh, bref, donc, dimmable, c'est variable. Si tu mets un variateur, c'est important de le savoir. Ensuite, on va faire les boîtiers, on aura presque fini. Donc le boîtier, on vient de le voir, le DCL. Tu as donc le boîtier d'encastrement classique, c'est ça qui va te permettre de mettre ça dans le mur après avoir fait ton trou de scie cloche au bon diamètre. La moyenne, c'est 67 à 68 mm de diamètre pour la scie cloche. Que ce soit des prises, des inters, des volets roulants, la plupart des trucs, encore une fois, 95% de ton install, c'est ça. 67-68 mm. À chaque fois que tu vois une prise ou un inter, c'est ça qu'il y a derrière. Par contre, pour les plaques de cuisson, des fois c'est un peu plus gros, encore que moi je fais avec des boîtiers comme ça. Il en existe de différentes profondeurs, ça c'est le standard en 40 mm, tu l'as en 50 mm, tu l'as en 60 mm, tu l'as avec une chaussette en dessous pour loger des trucs dedans. Ne me demandez pas quoi. Si c'est quand t'as des micro-modules de domotique, ça te permet de loger à l'intérieur un petit module gros comme ça. Des fois c'est pratique, mais ça coûte cher, moi j'utilise pas. Je préfère prendre un plus profond et le loger derrière. Tu l'as en double, en triple, en quadruple. Donc là c'est un triple. C'est un pot étanche à l'air avec des membranes, j'ai oublié de préciser, parce que tout ce qui est neuf, ça va être indispensable d'avoir ça. Mais tu peux encore en acheter qui sont pas étanches à l'air, tout simplement parce qu'il y a des grands trous, des fentes où l'air peut passer. Soit dans les vieilles baraques ça marche encore, ça coûte moins cher, mais ça devient plus compliqué de les trouver. C'est moins stocké en magasin que les pots étanches à l'air. Des fois, juste pour un souci de temps, moi je sais même pas d'où il sort celui-là, j'ai dû le ranger, le retrouver quelque part et le mettre dans mon camion. Mais voilà, je crois que chez Legrand ou BLM ou je sais plus qui font des pots carrés aussi, tu peux mettre des postes 8, mais attention à quel appareillage tu vas choisir si tu mets des pots carrés poste 6 ou 8, parce que tout le monde n'aura pas la plaque de finition parfaite qui va prendre 8 prises d'un coup. Par exemple, chez Schneider Audace, ils sont pas, ça s'arrête à la plaque quadruple, donc un pot de plus que celui-là. Tu peux, tac, faire un jumelage de 4 prises. Après, tu as tout ce qui est boîte de dérivation, un peu comme ça, une boîte encastrée dans le placo pour laisser des connexions dedans. Là, celle-là, elle est étanche à l'air, t'en as des pas étanches à l'air. T'as la même chose que ça en saillie, par exemple, si tu viens mettre dans les combles un truc plus épais pour rentrer tous tes câbles. En boîte de dérivation, tu as les petites boîtes grises, type boîte de dérivation étanche pour les garages, l'extérieur, etc. Des boîtes en électricité, t'en as... Voilà. Dis-toi qu'une boîte de dérivation, c'est une boîte vide, faite exprès pour rentrer des câbles à gauche, à droite, derrière, devant, ce que tu veux, sous toutes les formes. Tu l'as pour les enterrer dans le sol, tu les as pour mettre dans le placo, tu les as pour mettre sur le placo, tu les as pour mettre dans les combles, étanche à l'air, pas étanche à l'air, etc. Donc faut juste que tu saches de quoi tu as besoin. Voilà, cette vidéo touche bientôt à sa fin, tu vois, ça pourrait continuer comme ça pendant des heures, hein, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais bon, on va pas... Voilà, c'est vraiment
histoire d'avoir une petite base que je t'ai mis dans le crâne plein de mots. Si tu commences les travaux, si tu commences un apprentissage, si juste t'es passionné par ça, même si t'avais déjà probablement des connaissances aussi, bah t'as peut-être chopé une info que t'avais pas avant. On a bien sûr ce qu'on appelle un tableau électrique, c'est juste un coffre avec des ride-in pour clipser des disjoncteurs dessus, c'est juste un coffret, tableau électrique, pas équipé, t'as des pré-équipés, des ce qu'on appelle des pré-câblés ou des pré-montés avec tous les disjoncteurs dedans. Fais attention si t'achètes ça au calibrage de tes différentiels, interrupteurs différentiels. La grande goulotte plastique qu'on voit là, c'est la goulotte GTL, goulotte technique électrique, qui doit être compris dans l'ETEL, espace technique électrique du logement. Tout ça, c'est en vidéo sur la chaîne aussi. Pau Energy Center que tu connais. Le bouton poussoir qui rebondit, con avec son bouton poussoir. Tu as aussi ce qu'on appelle une baie de brassage. Alors les baies de brassage, c'est pas vraiment ça en électricité, c'est plutôt un coffret de com, c'est comme une petite baie de brassage avec peu de place à l'intérieur, mais qui te permet de gérer tes cordons RJ45 une fois arrivé au tableau. Et bref, tout un tas de choses. Je sais pas parler des press-et-tout, c'est une sorte d'écrou en plastique qui permet de serrer les câbles pour que ce soit étanche. C'est moins souvent utilisé dans une maison, c'est pour ça aussi il y a des choses que j'ai pas parlé. Dites-moi en commentaire aussi tous les trucs que j'aurais absolument dû dire et que j'ai oublié, ou des fois j'ai juste fait exprès de plus ou moins de pas en parler parce que je trouvais pas forcément ça hyper intéressant, mais c'est probablement plus parce que j'aurais oublié. Là j'ai quand même un truc qui me vient tout de suite, les culots des ampoules. Ça c'est l'ampoule classique à visser qu'on met partout depuis toujours. Ça c'est un culot E27 qui se visse. Les plus petites qu'on a plus ou moins dans les petites lampes de salon, c'est du E14, et je savais même pas, mais t'as du E40, beaucoup plus gros pour des beaucoup plus gros luminaires. T'as tout un tas, les culots d'ampoule, j'aurais pu en parler, mais là j'ai plus une seule ampoule autour de moi parce que j'ai tout déménagé quasiment. Mais après tu as les deux petits tétons qui se clipsent dans des petites ampoules de spot. Ça c'est du GU 5,3 pour tout ce qui est 12 et 24 volts. La même genre de petite ampoule pour les spots, mais où tu fais un quart de tour avec deux petits ronds au lieu d'avoir deux petits pics qui se clipsent. Ça c'est du GU10. Voilà, déjà avec ces quatre là, on va pas s'étaler plus. Après t'as tout un tas de tubes, néons, LED, etc. Sur les culots d'ampoule, il y a pas mal de choses à apprendre, mais déjà dis-toi dans une maison E27, E14, GU 5.3, GU10, et là, ça couvrira 95% de tes luminaires. 95%. Ils aiment ces 95%. Bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. T'inquiète pas, si tu commences tes travaux chez toi, le plus important, c'est pas de connaître l'électricité, c'est pas d'être un bon manœuvre, d'être un bon ouvrier, d'être un bon patron, c'est d'avoir de la patience. Parce que si t'as un boulot à côté, respect à toi, c'est extrêmement difficile. Et même si t'as pas de boulot à côté, te lancer dans des projets comme ça, sans trop de connaissances, moi je trouve ça dingue, hein, parce que chez moi, je l'ai fait avec déjà pas mal de connaissances. Je trouvais ça dur, parce que oui, boulot à côté, entreprise, tout ce que tu veux, mais c'est quand même super dur. Alors un énorme respect à tous ceux qui sont en autoconstruction, bienvenue à tous ceux qui se lancent dans le bâtiment. Vous voyez qu'on est bien tarés. Et aussi, bien sûr, un énorme merci, un énorme big up à tous ceux qui juste adorent le bricolage, la passion des travaux, des machins, à qui ça détend, à qui ça apprend des choses. Et surtout, moi, comme je l'ai déjà dit dans un podcast, ou pas d'ailleurs, je sais plus, une des meilleures choses que j'ai tirées de mon travail, qui est un travail manuel, c'est une sorte de réflexion, en fait, qui naturellement se fait, en fait, quand tu fais des choses manuelles qui sont pas sur ordinateur, etc. T'as une logique qui vient parce que t'es confronté au problème physique tout de suite, et tu vois la solution devant tes yeux avec tes mains, tu sais, il y a un truc, en fait, c'est prouvé. Le travail manuel, c'est la santé. Donc je le redis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!